Bonsoir. Depuis longtemps, on a pris l'habitude de diviser le monde entre le nord et le sud, entre pays industrialisés, riches, et pays en développement, d'où l'expression nord-sud. Or, avec la mondialisation et surtout les nouvelles technologies de l'information, de nouvelles cartes du monde apparaissent, dessinant comme de nouvelles frontières. Eh bien, essayons de les localiser. Voici une carte du monde sur laquelle nous traçons la ligne séparant traditionnellement les pays du Nord et les pays du Sud. On le voit déjà, ce n'est pas la géographie qui caractérise cette opposition, mais le niveau de développement. Car l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, géographiquement au Sud, sont rattachés économiquement au Nord. Si l'on classe maintenant les pays par la richesse, selon le PNB par habitant, de moins de 750 $ par habitant par an pour les pays à revenus faibles, à plus de 9 500 $ par an par habitant pour les pays à revenus élevés, on constate que ni le Nord ni le Sud ne sont des ensembles homogènes. Dans les pays du Nord, riches, on trouve aujourd'hui des pays à faible revenu, comme les pays ex-soviétiques d'Asie centrale, Caucase, des pays à revenus intermédiaires, comme la Pologne ou la Russie, et à l'intérieur même de l'Europe de l'Ouest, on trouve de gros écarts. Le PNB par habitant allemand par an est de 28 000 $. C'est le double de celui de l'Espagne, 14 000 $ par an par habitant. Maintenant, si on regarde le Sud, les écarts internes sont encore plus grands. On trouve en Asie les quatre dragons, Corée du Sud, Taïwan, Singapour et Hong Kong. Et au Proche-Orient, les Émirats arabes unis, le Koweït ou Israël, qui appartiennent aux économies à revenus élevés. Mais on trouve aussi des pays à revenus intermédiaires, comme les tigres d'Asie, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines. On trouve les marchés émergents d'Amérique latine, Argentine, Brésil, ou encore en Afrique, le Botswana et l'île Maurice. Et puis enfin viennent les 48 PMA, les pays les moins avancés. Alors on le voit par ces exemples, la fracture nord-sud ne semble plus être nord-sud. La formulation n'est plus pertinente car la réalité, elle, a changé. Donc où sont aujourd'hui les fractures économiques du monde ? Première fracture, l'intégration à l'économie monde, à la mondialisation. 3 zones concentrent à elles seules 70% des richesses de la planète, la majorité des échanges commerciaux et des investissements étrangers. Ce sont les États-Unis, l'Europe occidentale, l'Union européenne et l'AELE, et le Japon. C'est là que se trouvent les centres de pouvoir et d'impulsion, là où convergent les flux économiques et financiers. Donc, pour appartenir à la périphérie de ces 3 centres, il faut participer aux intégrations régionales, comme le Mexique et le Canada, qui sont liés aux États-Unis par les accords ALENA, ou l'Asie-Pacifique à l'Amérique du Nord par les accords APEC, ou les pays d'Europe centrale, le Maroc, la Tunisie, qui ont des accords avec l'Union européenne. Il faut aussi tenter de capter les investissements, et là aussi les écarts sont énormes. Dans la catégorie des pays en voie de développement, en 1998, la Chine a capté 27% des investissements. Le Brésil en a reçu 15%, le Mexique 6%, l'Argentine, la Malaisie, la Pologne entre 2 et 3% chacun, sachant que toute l'Afrique subsaharienne, elle, ne recevait que 3% des investissements. On en déduit que restent en marge de ces flux commerciaux et financiers une 50aine de pays. En Afrique, la majorité des PMA, et d'abord les pays en guerre ou qui sortent de conflits. En Amérique latine, la Bolivie, le Paraguay et Haïti. Et en Asie, l'Afghanistan, le Bangladesh, le Cambodge, le Laos, ou bien les pays enclavés, Bhoutan, Népal, Mongolie. Bien, ça c'est donc notre première fracture dans le partage actuel. Mais il ne suffit pas d'être dans la mondialisation. Comme aujourd'hui, l'économie monde est de plus en plus dominée par les technologies de l'information qui touchent tous les secteurs d'activité, il faut aussi avoir accès à ces technologies. C'est donc là notre deuxième fracture. L'ensemble des innovations technologiques est fourni par une vingtaine de pays dans le monde, c'est-à-dire par à peu près 15% de la population mondiale. On retrouve la triade, États-Unis, Japon, Europe occidentale, mais aussi avec la Corée du Sud, Taïwan, Israël et Australie. Or, seulement
50% de la population mondiale sera capable d'adopter ces innovations, et pas forcément par les pays dans leur totalité. On a là des frontières à la fois invisibles et perméables, par exemple entre la Chine côtière et le reste de la Chine, entre l'Inde et le sud de l'Inde, le Mexique et les États indiens du sud, ou encore entre le Brésil avec son sud-est. Eh bien, ces frontières technologiques ne sont pas figées. La Corée du Sud, Taïwan, Israël sont désormais des pays fournisseurs de technologies, grâce notamment à une politique fiscale d'incitation aux investissements étrangers et une politique longue de formation et d'éducation. Au cœur de ces nouvelles technologies, évidemment, il y a le réseau Internet. Les disparités dans l'accès à ce réseau mondial forment à nouveau une frontière. La fracture Internet, la fracture internautique, comme on pourrait l'appeler. En l'an 2000, pour une population mondiale de quelques 6 milliards d'habitants, il y a environ 400 millions d'internautes, soit moins de 10% de la population mondiale. 160 millions sont aux États-Unis, soit plus d'un Américain sur deux. 90 millions dans la région Asie-Pacifique, qui compte 1,5 milliard d'habitants. 3 millions sont en Afrique, dont 80% pour la seule Afrique du Sud. Et en Europe, 50% des Norvégiens ont un accès à Internet, contre 28% des Allemands, 17% des Français, 9% des Portugais. Alors de telles différences s'expliquent par le niveau d'équipement en ordinateur individuel. Il varie par exemple du simple au double entre la Suède et la France. Le prix des ordinateurs, qui équivaut à 1 mois de salaire pour un Américain et à 8 ans de travail pour un Bangladais. Et puis l'accès au téléphone nécessaire pour accéder à Internet, dont ne bénéficient pas la plupart des pays en développement. C'est pour cela qu'il convient de relativiser. Le commerce électronique devrait représenter environ 10% du commerce mondial en 2004, ce qui, somme toute, est assez peu. Alors si maintenant on regarde où géographiquement se concentre la production des richesses, on obtient un constat étonnant. Les zones dynamiques liées aux nouvelles technologies forment comme des îlots de performance à l'intérieur des États. La Silicon Valley en Californie, avec 6000 compagnies high-tech et 2 millions d'habitants, a un produit intérieur brut équivalent à celui du Chili. En Inde, la ville de Bangalore, qui est l'une des plus grandes fabriques de logiciels au monde, forme comme une enclave de haute technologie dans un pays d'1 milliard d'habitants où il n'y a que 5 millions d'ordinateurs. Les vrais centres de pouvoir économique et politique, ce sont les villes, ou plus exactement les villes reliées en réseau. À l'intérieur des pays de la triade, on trouve la mégalopole Tokyo, Osaka, Kyoto, le réseau Londres, Paris, Francfort, Milan, la conurbation Boston, New York, Philadelphie, Baltimore, Washington. Ces 3 réseaux de villes sont reliés entre eux et à d'autres centres urbains, formant ainsi un réseau mondial de flux économiques, financiers et de décisions politiques. Alors en résumé, intégration ou non à l'économie monde, à la mondialisation, accès ou non aux technologies, être ou ne pas être internaute, être ou ne pas être en zone urbaine, ce sont ces notions, ces réalités qui dessinent aujourd'hui la nouvelle géographie économique du monde, les nouvelles fractures nord-sud. Alors la mondialisation pour tous, eh bien sûrement pas. Ces 5 dernières années, les inégalités se sont encore creusées entre pays développés et pays en voie de développement. D'ailleurs, il ne faut plus les appeler comme ça. L'OCDE les nomme désormais PPE, prochains pays émergents, ce qui évidemment ne change strictement rien à la réalité. Car, par exemple, au niveau mondial, la part des exportations du continent africain est passée de 4% au début des années 80 à 1,5% aujourd'hui. Alors la géopolitique aujourd'hui est peut-être de moins en moins dans la géographie, dans les territoires, et de plus en plus dans la maîtrise des flux. Il y a comme un temps synchrone, ceux qui sont dedans et ceux qui sont dehors, hors du temps mondial. Nous venons de passer d'une époque de standardisation à une époque de synchronisation.